L'été, la rivière apparaissait sous la voûte faite par le feuillage comme ruisselant d'or et d'argent, car la surface réfléchissait ce qui parvenait du soleil. La clarté tamisée fabriquait des mosaïques de lumière changeante. La lumière trouait les arbres verts vifs. Leçon d'impermanence dans la permanence même. Le feu de l'astre nourrissait tout ce qui vivait et tout ce qui vivait mourait. Les cadavres des petits poissons, gonflés, le ventre à l'air, les truites épuisées versant doucement du côté du néant, les rats crevés, les souris et les mulots dévorés par les fourmis, les seins de mouches noires et bleues qui transformaient les petits cadavres gonflés des rongeurs en squelettes, auxquels la peau, couleur taupe, restait parfois attachée, les serpents éventrés par la putréfaction et colonisés par les insectes qui les mangeaient. La nature m'enseigna les vanités bien mieux que l'Église. La vie grouillait dans cette rivière qui s'appelle la Dive, un nom qui exprime la divinité de l'eau courante depuis probablement bien des siècles. Les poissons-chats, surpris sous la pierre, levaient doucement. Quand la vase se libère et crée un petit nuage de particules en suspension vite absorbé par le frêle courant, les vairons pêchés, plongés dans des eaux, puis mangés en friture, les petits coquillages d'eau douce comme des bigorneaux, les sangsues dont on disait qu'elles suçaient le sang si on touchait leur chair douce et flasque, fantasmes vite abolis par l'expérience, des truites pharaos tachées d'ocelles, orange et grises, brunes et bleues, tout cela vivait dans un rythme auquel je me soumettais. Le temps de la vie naturelle ne se résume pas à sa mesure, mais à son expérience. L'heure du clocher n'a rien à voir avec l'horloge interne de ces animaux qui obéissent à ce que Bergson nomme l'évolution créatrice. Parmi ces bêtes d'eau, je me souviens de petites anguilles, moins d'une vingtaine de centimètres. Je les trouvais sous les pierres que je soulevais délicatement. Elles apparaissaient dans les poussières de la vase, des grains de terre, des petits courants de particules turbides. Leurs bouches en ventouse se collaient à la peau. Elles ondulaient telles de petits serpents quand on les plaçait sur un avant-bras, auquel elles se collaient avec leur bouche suceuse. Elles pendaient alors dans le vide, brunes, avec des reflets verts, luisants, en genre de crête, de dentelle, frissonnant sur le dos. Replacées dans l'eau, elles restaient parfois, indolentes, à doucement lutter contre le courant, en créant de jolies sinuosités. Puis elles partaient, lentes, vers le cœur de l'eau. Parfois, la tête d'un véritable serpent émergeait à la surface de la rivière. Elle ouvrait l'eau pour y dessiner un V dont la pointe faisait naître de petits rebouts, de petits remous, qui se perdaient dans les dessins élégants effectués par les ondulations de la longue queue. J'avais appris à reconnaître la vipère et la couleuvre, la tête rectangulaire de l'une, celle en olive de l'autre, la longueur effilée de la seconde et la brièveté de la queue épaisse, coupée court de la première, le danger de l'animal au venin et l'innocuité de la bête dont on disait qu'elle grimpait sur les jambes des vaches pour y atteindre le pis afin d'y sucer le lait. Mon père m'avait mis en garde, à défaut d'être sûr et certain de distinguer les deux animaux, se méfier du serpent, qui pouvait toujours être venimeux et mortel. Leçon qui vaut bien aussi pour les hommes. Dans l'ordre pratique, une fois mis en leur présence, je distinguais l'orvet, la couleuvre et l'anguille, et la vipère. L'orvet, presque sans queue ni tête, luisant comme un tube d'acier, la couleuvre, élégante et craintive, la vipère au crochet venimeux, l'anguille, animal préhistorique, fouillant la vase, gigotant des heures après qu'on lui eut coupé la tête, parcouru par l'électricité vitale une fois dépecée, après que la cuisinière, ma mère en l'occurrence, l'eût vidé avec un journal, l'eût saisi avec un journal transformé en gant. Seul stratagème pour bloquer la tête, qui sinon s'enfuit. Malgré leur morphologie parente, ni l'orvet, ni la couleuvre, ni la vipère ne se retrouvent dans les assiettes. L'anguille, si. De la même manière que mon père m'avait enseigné les étoiles, leur lumière partie depuis des millions d'années, et nous parvenant seulement maintenant, alors qu'elles étaient mortes depuis bien longtemps, il m'avait aussi raconté que les anguilles, mystérieuses, partaient se reproduire dans la mer des Sargasses, qu'on n'en était pas même certain, car on ne les avait jamais vues, parce qu'elles s'y cachaient, et qu'elles effectuaient un nombre incroyable de kilomètres pour pondre au bout du monde, dans la mer salée, y mourir, pendant que leurs petits revenaient dans l'eau douce de la Dive pour y croître, y vivre, avant de partir à leur tour en direction des Antilles, pour contribuer à l'éternel retour des choses. Avec les étoiles, mon père m'enseignait le temps et la durée. Avec les anguilles, l'espace et les migrations. La clarté de l'étoile polaire inscrivait ma vie d'enfant dans les durées de l'infini, les ondulations de l'anguille dans celles d'une planète où tout est en relation de bonne intelligence naturelle. La voûte étoilée au-dessus de mon village et le clapotis de l'eau de la rivière qui grouillait d'une vie préhistorique, voilà qui me permettait d'entrer dans un monde vivant et de m'y installer durablement.
L'enfant que je fus est le père de l'adulte que je suis, et mon père le père de cet enfant. La grande ours et la petite anguille conduisent plus sûrement une âme en train de se faire vers les ontologies utiles que les livres qui, bien plus tard, les en détournent. Je ne savais pas à quel point ces leçons de choses imprégneraient ma matière grise. Un demi-siècle plus tard, le mystère des anguilles a un peu reculé, certes, mais guère plus en regard des moyens techniques dont nous disposons aujourd'hui, si l'on veut savoir ce qu'elles sont, ce qu'elles font, comment elles le font, pourquoi, ce qui les motive, dans quel endroit elles vont, comment elles y vont, de quelle manière elles se comportent. Personne n'a jamais vu d'anguille se reproduire, copuler, pondre. On ne sait si elles migrent seules ou de façon grégaire. On ignore ce qui leur permet de se déplacer comme elles le font vers des lieux qu'elles retrouvent indéfectiblement. Nonobstant le travail de spécialistes sur la planète entière, ce que l'on sait d'elles se constate, mais ne s'explique toujours pas. En savons-nous vraiment beaucoup plus qu'à l'époque où Aristote écrivait son Histoire des animaux? Probablement non. Les anguilles que je voyais dans la Dive, à Chambois, les mêmes que celles de la tapisserie de Bayeux, qui raconte la geste de Guillaume le Conquérant, venaient donc de la mer des Sargasses, à 6000 km de mon village d'enfance, et elles se préparaient à y retourner pour s'y accoupler, pondre et mourir. Cette mer, qui n'est entourée d'aucun continent, se trouve dans l'Atlantique Nord. Elle dispose d'une abondante végétation en surface qui empêche les bateaux d'avancer et raréfie la chlorophylle, ce qui en fait un lieu idéal pour cette espèce lucifuge qu'est l'anguille. Elle se trouve non loin du mythique Triangle des Bermudes, dont une légende veut que nombre de bateaux y aient disparu sans laisser de traces. Dans 20 milieux sous les mers, Jules Verne rapporte que cette étrange verdure qui abrite les amours sombres des anguilles proviendrait de la végétation arrachée aux prairies de la défunte Atlantide, le lieu dans lequel Blaise Cendrars voulait qu'on jette son corps mort. Le Gulf Stream explique ces concentrations de végétation mystérieuse. Le courant centrifuge, ce qui se trouve dans cette vaste zone, et le concentre dans un vortex central qui abrite en ses profondeurs des copulations des anguilles européennes. On peut imaginer que cette zone qui entrava plusieurs semaines le bateau de Colomb, partit découvrir un nouveau monde et permit au mythique Nautilus d'accomplir son périple métaphysique, concentrait des morceaux de bois en provenance de toutes les épaves de cette immense zone qu'est la mer des Sargasses. 3000 km dans sa longueur, d'ouest en est, 5000, 1500 pour sa largeur, du nord vers le sud. Œil invisible et magique du vortex, le lieu de reproduction des Antilles reste scellé. Aristote pensait qu'elles n'engendraient pas, parce qu'on n'avait jamais vu leurs œufs. Nous en sommes encore là. Le philosophe, auteur de La génération et de la corruption, croyait qu'elles venaient des entrailles de la terre, qu'elles naissaient par génération spontanée dans les lieux de putréfaction abondants dans la mer ou dans les rivières. L'animal de la vase ne pouvait donc venir que de la vase, qui le faisait naître de façon inexpliquée. Qui se ressemble s'assemble, pensée magique de laquelle nous ne sommes guère sortis. L'Antiquité en faisait le résultat d'une copulation entre la murène et la vipère. On a fait justice de cette légende. L'anguille naît de l'anguille, qui naît du mystère, tout de même. Jules Verne voit dans cette mer des Sargasses, du nom de ces fameuses algues, des alcyons stélés aux couleurs roses, des actinies aux longues tentacules, des méduses vertes, rouges et bleues, des rhizostomes de Cuvier à l'ombrelle bleuâtre bordée d'un feston violet, mais pas d'anguilles. Elles s'y trouvent tout de même dans les fonds marins à de grandes profondeurs. Ennemies de la lumière, aveuglées par la clarté, elles n'aiment que l'obscurité des noirs abysses glacés, là où les pressions barométriques terribles produisent les formes adaptées aux vies primitives, celle du serpent d'eau, long et effilé, qui permet de se faufiler. Plus tard, dans l'imagination courte des hommes, l'anguille devient un symbole de la dissimulation. Aristote n'avait jamais vu par lui-même, bien sûr, mais il n'avait pas lu non plus, lui, l'encyclopédiste, de récits rapportant une copulation entre des anguilles. Mais 23 siècles plus tard, personne n'a pu encore voir ce qu'Aristote n'avait pas vu. Pas même ce Français.
Eric Fenton, l'un des 100 spécialistes mondiaux de cet animal, qui a plongé dans toutes les mers du monde, vu des nœuds d'anguilles comme il y a des nœuds de vipères, une cinquantaine ou une centaine d'animaux, mais jamais d'acte sexuel entre ces bêtes qui apparaissaient avant l'extinction des dinosaures, il y a 100 millions d'années. Donc, naissance dans la mer des Sargasses où sont venues les anguilles de toute l'Europe. De façon identique depuis le début de leur existence, elles reviennent toutes là, après avoir effectué déjà une fois le voyage dans le sens inverse. Genèse dans le vortex de l'océan lointain, migration vers les rivières d'Europe, traversée de l'Atlantique, métamorphose de tout le corps afin de pouvoir entrer dans l'eau douce, remontée des fleuves, puis des rivières, arriver dans l'onde du lavoir d'un village de Basse-Normandie, y vivre, se développer, se faire des forces pour repartir, effectuer le trajet de retour, retrouver les sargasses, s'y accoupler, mourir, épuisés après avoir pondu des millions d'œufs, dont quelques-uns seulement donneront des anguilles, qui elles-mêmes reproduiront le cycle. La vie, le sexe, la mort, rien d'autre. Enfant, j'avais donc dans la main un concentré de cette histoire-là, de la préhistoire à l'état pur, qui devenait pour un petit garçon n'ayant pas encore 10 ans, une histoire contemporaine susceptible de se répéter indéfiniment. Si ces hommes ne mettaient en péril l'existence de cet animal, qui est la mémoire de l'humanité la plus primitive. Mémoire de la planète, l'anguille porte en sa chair primitive ce que nous portons encore, nous aussi, dans notre cerveau reptilien. Dans l'encéphale du citadin, des mégapoles, post-industriels, on trouve toujours le micro-cerveau de l'anguille que nous fûmes un jour. Ce serpent fut notre parent. La lumière des étoiles mortes coïncide avec les ondulations de la petite anguille vivante. Reprenons en détail cette magnifique odyssée qui fait pâlir l'histoire humaine. Naissance donc dans la mer des Sargasses d'une invisible copulation. L'acte sexuel a lieu dans les grandes profondeurs, 300 mètres. Un chercheur japonais, Katsumi Sakamoto, a mis une trentaine d'années à découvrir dans les années 80 le lieu de ponte des anguilles japonaises dans l'océan Pacifique, la fosse des Mariannes. Les anguilles pondent à proximité de monts sous-marins situés à une extrême profondeur, 11 km pour cette géologie fantastique. Quand on sait que, plus tard, adultes, elles peuvent grimper des torrents jusqu'à 1000 mètres d'altitude, certaines arrivent même jusqu'aux sources des fleuves, on mesure l'amplitude des trajets des abysses marins aux rivières en altitude. Une femelle pond plus d'1 million d'œufs, voire 1,5 million. Seuls 2 ou 3 exemplaires parviendront à maturité. La vie se nourrit de la mort. L'être surgit d'un immense néant. Le vif a besoin d'un charnier démesuré. Ce grouillement de vie a été payé par une débauche de mort. Les parents ayant effectué leur tâche, ce pourquoi ils sont venus sur cette planète, à savoir assurer la vie et la survie de l'espèce. Ils trépassent, décharnés, épuisés, vidés de leur vie transmise à leur progéniture. À cette époque de leur existence, on ne parle pas encore d'anguille, mais de leptocéphale. De lepto, petit, et céphale, tête. Ces larves ont la forme d'une feuille de saule. Elles se laissent porter par les courants pendant 6000 km. On ne sait comment elles trouvent leur route, mais elles nagent à contre-courant de la migration pour atteindre le Gulf Stream qui les porte vers l'Europe. Il paraît probable que les pressions des fonds marins, les changements de température, les particules ferriques contenues dans leurs mâchoires, les modifications de la lumière, les variations du champ magnétique, tous ces paramètres, dans un ordre, ont une importance ignorée, entrent en ligne de compte et fournissent des informations qui décident ces larves à effectuer le voyage vers nos côtes. Elles traversent plusieurs milliers de kilomètres en pleine mer, entre 200 et 500 mètres de profondeur. Pendant tout ce temps, elles se nourrissent de flocons de neige marine, des particules arrachées à un nuage en suspension qui ne tombe jamais au fond de la mer à cause de son extrême légèreté. Il est constitué de micro-organismes dégradés et minéralisés qui contribuent au cycle de l'écosystème sous-marin en produisant des sels nutritifs. Un jour, après 2 ou 3 ans, les avis divergent, les larves abordent les côtes européennes. Pour effectuer le passage du milieu salé de l'océan Atlantique à l'eau douce des rivières, en passant par la saumure des embouchures des fleuves, le leptocéphale se métamorphose et devient civelle. Il prend la forme tubulaire,
et serpentiforme de l'anguille. La pibale, son autre nom, dispose alors d'un très grand nez et de petits yeux. L'extraordinaire olfaction de l'animal lui permet de distinguer d'infimes molécules extrêmement diluées. Il peut déceler et suivre la trace d'une proie de 25 mg diluée 1000 de milliards de fois. Un argument pour les partisans de l'homéopathie. On imagine que les nanoparticules donnent des informations qui peuvent concerner les métaux contenus dans les cours d'eau ou les phéromones de leurs congénères. Ainsi informés, les civelles trouvent la bonne direction pour remonter les cours d'eau. À ce moment, elles sont parfois pêchées par tonnes et transformées en cuisine raffinée et coûteuse, après avoir jadis été le plat simple des gens modestes. À l'instar des poissons carnassiers, des brochets et des cendres, l'homme agit en prédateur. Il extermine un nombre incroyable de spécimens capturés lors de leur remontée dans les estuaires, tués au vinaigre et bouillantés dans un court bouillon, parfois directement cuits à l'huile d'olive sans avoir été tués, apprêtés au piment d'Espelette et servis sur les tables bordelaises. On les trouve également à prix d'or dans les restaurants espagnols, japonais ou chinois. Celle qui échappe à cette première prédation, et elle est massive, jusqu'à 4000 tonnes par an en France, sachant qu'une civelle pèse 0,3 g, on imagine le nombre d'individus sacrifiés, poursuivent leur chemin en direction des rivières. À cette époque, la civelle n'a pas de sexe. La pibale ne naît pas femme, elle le devient. Et elle le devient en fonction du processus de la sélection des meilleures conditions pour la vie et la survie de l'espèce. Ce sont les conditions d'existence qui orientent la production du nombre des mâles et des femelles. En cas de forte densité de la population, la proportion de mâles est la plus importante. En cas de faible densité, les femelles prennent le dessus. Il faut assurer la pérennité de l'espèce, et quand il y a beaucoup d'individus, les combats opposent des animaux qui périssent alors en quantité. Les mâles étant plus vite matures, ils assurent plus rapidement la descendance, donc la survie du groupe. En vertu de la puissance d'exister, chère au cœur de Spinoza, ce mécanisme régulateur assure le maximum de puissance pour la reproduction et la descendance. Après 3 années de voyage en mer, elles arrivent un jour dans l'eau douce des rivières. Elles y vivront dans un espace étendu sur une quarantaine de kilomètres. Or, cet incroyable périple n'est que la première moitié de leur vie, la partie consacrée à la préparation de la reproduction. Dans ces endroits, elles seront pêchées par les humains, qui, après les avoir exposées sous les lumières fades des supermarchés, sur un lit de glace pilée, en feront des anguilles grillées, des matelotes au vin rouge, de la mousse, des brochettes, des pochouses, des salades, des rillettes, des charlottes, des rôtis, du pâté, le fameux pâté d'anguille de La Fontaine, qui permet aux fabulistes de versifier sur la saturation qu'il y a à manger chaque jour les meilleurs mets, le pâté en question, métaphore pour les plus belles femmes. À moins qu'ils ne les fument et ne les accompagnent d'une tartine de pain beurré. Dans les rivières, elles obéissent au tropisme qui va les reconduire un jour dans la mer des Sargasses. Elles grossissent, mangent, font du gras dans la perspective du grand voyage. Elles deviennent donc mâles ou femelles. Leurs gonades apparaissent. Les gonades furent les premiers objets d'étude d'un certain docteur Freud, qui, avant de faire fortune planétaire dans la pensée magique, a écorché en vain près de 400 spécimens avant de passer ensuite 6 mois supplémentaires en compagnie des testicules de la bête pour ne rien trouver de plus. Le docteur viennois extrapolera de la génitalité singulière des anguilles une étrange théorie de la bisexualité qui réjouit les freudiens et leurs nombreux partisans, dont, récemment, les tenants de la théorie dite du genre. Leur croissance est en relation avec les lieux dans lesquels elles se trouvent. Entre 3 et 10 années pour un mâle, 4 et 40 pour une femelle. Au sud de l'Europe, la croissance est plus lente qu'au nord. Elle peut s'arrêter en fonction d'événements extérieurs. Changement de température, manque de nourriture, prédation importante. Mais une fois leur maturité acquise, leur taille optimale atteinte, elles se préparent à repartir vers la mer des Sargasses. Une nouvelle métamorphose a lieu en vue de ce voyage, en forme de retour vers leur lieu de naissance. Les yeux des anguilles se modifient, ils grossissent 4 fois en volume afin de permettre une meilleure vue dans la pénombre des eaux profondes. Ainsi, elles s'arment contre les prédateurs. La peau épaissit, la couleur change, très sombre sur le dos, très blanche sur le ventre.
La métamorphose permet de leurrer les animaux qui pourraient les surprendre au-dessus ou en dessous. Ceux qui aborderaient l'anguille en surplomb pourraient confondre la couleur avec celle des fonds marins. Ceux qui arriveraient en dessous assimileraient le blanc à la clarté du ciel. Dans les deux cas, les animaux qui leur voudraient du mal ne les distingueraient pas du milieu dans lequel elles évoluent. Leurs nageoires pectorales s'allongent et deviennent plus pointues en vue de la natation pélagique. Elles arrêtent de manger, leur tube digestif se rétrécit, leur anus se bouche. Elles perdent un quart de leur poids, un huitième de leur longueur. La ligne latérale, l'organe de la sensibilité aux pressions, se modifie. C'est ce qui les renseigne sur la direction des courants et la profondeur des eaux, deux informations utiles pour se déplacer. Une fois cette préparation accomplie, elles partent. Les scientifiques contemporains, guère plus avancés qu'Aristote ou que Pline, ne savent pas exactement ce qui déclenche le départ. Les raisons probablement multiples qui poussent les anguilles à partir en direction des sargasses. On nomme dévalaison ce départ des eaux douces de l'Europe vers les grands fonds de l'océan Atlantique. Avalaison nomme le mouvement inverse. Celle-ci commence avec des conditions de lumière particulières. Il lui faut une faible luminosité. La lune joue un rôle important dans cette aventure. L'animal lucifuge n'aime pas les grandes clartés. Il s'avère sensible aux nuages qui cachent la lune et sa migration s'aligne sur ses phases. Les grands départs s'effectuent les nuits sans lune. De même, plus tard, arrivée sur place, l'anguille pond pendant la nouvelle lune. Elle profite également des crues automnales pour leurs effets dynamiques qui leur permettent de se déplacer en économisant leur énergie. Une force précieuse pour effectuer la traversée de l'océan dans les mois qui suivent. À cette époque, l'eau accuse une température assez basse, 10 degrés, ce qui assure également un relatif engourdissement des prédateurs. Elles effectuent le trajet retour et, cette fois-ci, vont des sources des rivières, des cours d'eau douce vers les grands fonds marins, via les estuaires aux eaux saumurées. Toujours assujettie au grand plan de la nature qui fait de la vie un mécanisme destiné à produire de la vie afin de reproduire la vie, l'anguille va, ignorant son destin qui est de se reproduire et de mourir. Comme pour ouvrir la route et laisser une trace, en août, les mâles partent en premier. En septembre, les femelles suivent. Elles vont nager pendant plusieurs mois, une demi-année parfois. Pendant ce temps, elles ne mangent pas, pour éviter une distraction qui les éloignerait de leur destin et les exposerait aux prédateurs. Ensuite, elles se nourrissent à nouveau, mais on ne sait à partir de quand. Crustacés, insectes, vers, mollusques, écrevisses, grenouilles, petits poissons morts ou vivants. Plus elle s'éloigne des côtes, plus elle plonge en profondeur. En pleine mer, elle peut descendre à 1200 mètres quand il fait jour. Elle remonte à la surface la nuit et nage à 50 mètres de profondeur. En une journée, elles effectuent une trentaine de kilomètres en moyenne, près d'une cinquantaine pour les plus vives. Cette alternance produit des variations de température et de pression. Le froid, quand l'anguille descend vers le forte pression. Le chaud, ou, disons, moins de froid, quand elle retourne vers la lumière. Elles emmagasinent des informations données par ces allers-retours dans l'épaisseur et la matière de la mer. La maturité sexuelle pourrait bien advenir après que le corps a connu ces séries de variations entre les températures, les pressions, mais aussi entre les degrés de salinité séparant la rivière européenne et la fosse des Sargasses. Une fois arrivée sur place, toutes les conditions étant réunies, si elle a échappé aux prédateurs, que sont dans l'eau douce les brochets, les truites, les poissons-chats, les cendres et les loutres, venus de la terre, les cormorans et les hérons, venus de la mer, les bars, les saumons, les phoques, les dauphins, les cachalots et les requins-taupes, l'anguille est parvenue à maturité sexuelle. Alors, loin des regards des hommes, exactement comme elle le faisait il y a des millions d'années, quand les hommes n'étaient pas là, elle souscrit au diktat de la nature et remplit les lieux mystérieux et obscurs de milliards d'œufs qui grouillent sous les algues de la mer mythique. Pendant 10 ans, elle n'aura accumulé la graisse que pour effectuer ce voyage, qu'elle paye de sa mort. Elle vit pour se reproduire et pour mourir. Nous aussi. Le naturaliste Alfred Wegener a découvert la dérive des continents. On sait depuis que l'étirement géologique s'est effectué à partir d'une forme terrestre primordiale.
Certains scientifiques émettent l'hypothèse que les anguilles effectuent ces longs trajets, 6 000 km pour l'Europe, mais 12 000, soit le double, pour aborder les côtes de l'Égypte, car, hormis l'Arctique et l'Antarctique, elles sont 18 espèces dans toutes les mers du monde, parce qu'elles conservent en mémoire la cartographie primitive. Nonobstant la dérive, elles obéiraient donc, avec le même aveuglement, au tropisme de leurs auréoles existentielles, de leurs aurores existentielles. On peut douter de cette idée qui fait fi des comportements les plus adaptés à la vie, la survie et la reproduction de l'espèce, car cette traversée extrêmement coûteuse en vie pour ces bêtes n'aurait aucune raison d'être si une solution moins mortifère existait pour l'espèce. Le mystère perdure et les sargasses abritent de l'étrangeté autant que des anguilles. Quand elles ont pondu, épuisées, décharnées, vidées de leur substance vitale, qui a servi à générer une autre puissance vitale, plus puissante et plus vitale, elles meurent. Aristote et Pline avaient déjà remarqué que le corps de leurs cadavres ne remonte jamais à la surface. Elles coulent et vont nourrir les fonds marins, dont les deux naturalistes pensaient qu'ils constituaient les milieux naturellement propices à une génération spontanée. Mais ce ne sont pas les décompositions qui permettent la composition, la recomposition. La génération ne naît pas de la corruption. Leur vie morte donne l'essence à une vie mortelle. Éternel cycle de tout ce qui vit sur cette planète, du plancton à la baleine, du brin d'herbe au baobab, du ciron à l'éléphant, de l'anguille à l'homme. Que nous apprend philosophiquement cette fabuleuse Odyssée? Que nous sommes anguilles par plus d'un trait, pas seulement de façon métaphorique, allégorique ou symbolique, en fuyant, en ondulant, en serpentant, en nous cachant, en préférant l'obscurité et les nuits sans lune au grand jour et à la clarté solaire, en nous enfouissant dans les vases, mais en obéissant à une horloge préhistorique commune à tout le vivant. Nous disposons d'un cerveau reptilien, certes, nous le savons, mais c'est le cerveau de l'anguille qui niche dans le néocortex des urbains que nous sommes devenus pour la plupart. Nous savons ce que Darwin nous a appris en publiant L'origine des espèces en 1859, mais nous vivons comme si nous ne le savions pas. Nous disons que l'homme descend du singe, ce qui n'est pas rendre justice exactement à ce qu'affirme le naturaliste anglais. Nous sommes le produit d'une évolution d'un singe qui n'existe plus sous forme de singe primitif, puisqu'il a donné l'Homo sapiens sapiens. Mais ce singe, nous le sommes encore et nous le serons toujours, quoi que nous fassions. L'hominisation semble nous éloigner de la nature, mais elle réalise le plan de la nature. Comment pourrait-il en être autrement? Ruse de la raison, nous croyons maîtres de la distance entre les animaux et nous, et c'est en agissant ainsi que nous montrons que nous sommes des animaux et que nous obéissons, comme eux, au tropisme de l'évolution créatrice. L'aventure des anguilles montre l'action en nous du principe lucifuge. Pas étonnant que Lucifer, le porteur de lumière, soit un ange déchu. Notre vérité intime et profonde n'est pas dans un inconscient freudien, métaphysique, mais dans ce tropisme lucifuge. Elle n'est pas dans la pensée magique réactivée par le docteur viennois, mais dans la biologie, en l'occurrence l'histologie qui conserve la mémoire sombre dont on sait qu'elle porte le programme du vivant. Naître pour mourir, vivre pour se reproduire et mourir, s'activer pour réaliser le plan de la nature et mourir, se croire libre, se dire libre tout en avançant en aveugle dans la vie qui nous veut plus que nous la voulons, et mourir. Spinoza écrivait fort justement que les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. En effet, cette vérité qui contraint la modestie n'est pas à l'ordre du jour à l'heure où les hommes témoignent d'une inconscience aussi grande que leur arrogance, d'un aveuglement aussi puissant que leur vanité, d'une cécité aussi étendue que leurs prétentions. Les plus sages savent qu'ils sont singes et restent singes. Les plus lucides savent qu'ils sont anguilles et restent anguilles. Naître, vivre, se reproduire, mourir après avoir nourri ce cycle éternel, combien y échappent en n'ayant pas souscrit au tropisme reproducteur, montrant ainsi qu'ils possèdent un peu plus le monde que la plupart qui sont plus. Combien y échappent en n'ayant pas souscrit au tropisme reproducteur, montrant ainsi qu'ils possèdent un peu plus le monde que la plupart qui sont plus grandement possédés par lui. L'enfant que j'étais en savait peu sur ce petit animal gigotant, mais je connaissais l'essentiel que je voyais.
la formidable énergie du vivant qui sait qu'il va mourir. Je voyais parfois sur le pont du village une anguille attrapée par un pêcheur. Elle se tord, s'enroule, se torsade dans une étrange danse qui dit la vie contrariée et la lutte contre le danger, le combat contre la mort, donc pour la vie. Elle s'entortille alors autour d'un axe imaginaire, celui du monde. Elle noue, dénoue et renoue d'étranges nœuds, ceux de toute vie. Au bout du fil de la ligne, la gueule ouverte, elle aspire goulûment un air qui va manquer. Elle lance un cri silencieux, elle gémit et hurle sans bruit. Elle se débat comme un ennemi invisible qui rôde sans cesse, la mort. Elle tresse un péant vitaliste pour faire face à ce qui la menace et dont elle ignore le détail, bien qu'elle en comprenne viscéralement la nature potentiellement mortelle. Un jour, au pied de l'arche de ce vieux pont, des travaux de curage avaient été effectués. Au siècle d'avant, j'en ai la photo, les anciens avaient creusé eux aussi la vase de la rivière pour y effectuer les réparations sur l'ouvrage. Mon grand-père, maréchal Ferrand, un gaillard au visage barré par une belle moustache, faisait partie des ouvriers. Les pieds dans la boue brune de la dive, arc-bouté, il tire sur une corde avec ses compagnons. Enfant, je me souviens de la belle mécanique, que la belle mécanique avait fouillé la vase noire et puante au même endroit. Dans la clarté de la lumière du jour, un nid d'anguille était apparu. Elle grouillait comme un nœud de vipère. Ce paquet de vie noir et sombre, aux senteurs de boue putride qui résiste à la mort. Il habite chacun de nos corps. Venu des sargasses, ce principe lucifuge est notre premier moteur, notre causalité ontologique, notre vérité.